le WAMcast. Toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMcast. Ça y est, on est de retour pour une nouvelle année pour parler SEO, édito, data ou encore ERP. Et vous commencez à avoir l'habitude maintenant, comme à chaque début d'année, on va se prêter au petit jeu des prédictions pour cette année 2022. Et à mes côtés, ils sont trois pour jouer les médiums. Florian Guilto, chef de projet SEO. Salut Florian. Salut Kevin, bonjour à tous. Mathieu Doubé, manager du pôle SEO et data. Salut Mathieu. Salut. Et notre recordman de participation, toujours en 2022, le taulier, David Eichelger, le directeur et fondateur de l'agence WAM. Bonjour à tous. Et oui, petite nouveauté en 2022. L'agence WAM, il y a un changement d'entité en quelque sorte. Absolument, même de site, de couleur, de... Absolument. Très belle charte. C'est vrai. Avant de vous entendre sur vos prédictions 2022, on va quand même vérifier que vous nous avez pas trop dit de bêtises l'année dernière, parce qu'on est un podcast fiable, il faut qu'on vérifie tout ça. On va ressortir vos prédictions de l'année dernière, et je vous invite justement à monter dans notre DeLorean, parce qu'on a le budget chez WAM, donc on va voyager dans le temps. Il faut se serrer un peu, parce qu'il n'y a que deux places par contre. Mathieu, tu enlèves ta main de ma cuisse au passage. Désolé. On va retourner au 4 janvier 2021, c'était un lundi, je ne sais pas si vous en rappelez, et vous nous aviez partagé votre vision de l'évolution du search en 2021 justement, et on avait commencé par l'évolution des critères classiques, ceux qui étaient globalement attendus, David. Oui, dans ces classiques, il y a tout d'abord le crawl et l'indexation. C'est pas un scoop, mais plutôt un rappel. Le web est désormais mobile, donc avoir un site mobile est un prérequis pour bien se classer dans Google. Mais il y a un an, ce chantier titanesque n'était pas terminé, nous disait Mathieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui, Mathieu alors ? Il dit que c'est toujours pas terminé non plus. En fait, à notre connaissance, effectivement, c'est toujours pas le cas. En effet, comme dit David, c'est une erreur aujourd'hui si tu te lances dans un site web et que tu le penses pas mobile first. Globalement, en fait, ce qu'il faut retenir des dernières annonces officielles, c'est que le déploiement, il continuera de se poursuivre dans le temps pour ceux qui ne sont pas encore passés, mais globalement j'ai un peu de mal à identifier moi aujourd'hui qui n'est pas vraiment passé au mobile first encore. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous le signaler, ça serait intéressant de voir pourquoi. En l'occurrence, il n'a pas encore été migré, mais je n'ai pas d'exemple en fait aujourd'hui. Ouais, c'est ça, et même si dans certains secteurs où l'achat est une contrainte légale, je pense notamment au domaine de l'assurance, où cette étape se fait plutôt chez soi, posé derrière un ordinateur avec l'ensemble de ses documents, sans aborder la notion de messy middle, la fin du cycle de prise de décision et donc l'achat se fait encore souvent sur ordinateur, bien que cela se fluidifie pas mal pour certains des acteurs. Mais en amont, donc la phase de prise d'information se fait très majoritairement sur mobile et cela quel que soit le secteur. On va continuer à le voir évoluer. Si je reprends les chiffres de l'étude ZNet, nous avons passé en moyenne 5 heures par jour sur notre smartphone en 2021. Donc notre attention a été totalement envahie par le mobile. D'accord. Bon là, c'est comme l'année dernière, on démarre timidement, c'est le petit échauffement, là, le talon-fesse le long de la touche. Ouais, c'est ça. Pas risqué avec claquage. Mais bon, c'est vrai. En tout cas, on valide quand même. Mais bon, j'en attends un petit peu plus de vous maintenant, nos auditeurs également, je pense. Donc si on monte d'un cran, vous nous disiez il y a un an que la prise en compte du JS par Google allait continuer de s'améliorer. Dans le contexte, il est question ici pour Google de s'adapter aux technologies web qui s'imposent. Alors, est-ce qu'il y a eu des progrès notables en la matière en 2021, Mathieu ? Ouais, les progrès, effectivement, ils sont bien là. On voit Google aujourd'hui, il progresse sur le JavaScript. On peut constater quand tout est bien fait qu'il arrive à générer lui-même, en final, le code HTML qui est généré par le JS sur nos pages web. Maintenant, clairement, c'est toujours plus optimisé niveau SEO de réaliser le rendering nous-mêmes côté serveur pour s'assurer que Google va bien récupérer l'entièreté de l'information, que ça soit bien fait correctement. Surtout qu'ils ont dit qu'ils voulaient récemment évoluer et limiter l'impact sur l'environnement de leur machine. L'idée d'indexer les pages en temps réel systématiquement alors qu'elles n'ont pas forcément changé, de revenir dessus, c'est des choses qu'ils veulent changer. Et du coup, c'est pas forcément le moment de lui proposer des pages dont le contenu serait pas facilement indexable, on va dire. D'accord. Donc là, point validé aussi. Pour le moment, ça reste cohérent. Enfin, je comprends surtout que ça suit une ligne directrice qui était antérieure à 2020 pour le JavaScript. Donc, la prise de risque était quasi nulle. Ouais, c'est facile. Mais on avance, on avance. Et ça, c'est bon de le rappeler quand même. Vous évoquiez aussi l'émergence de nouveaux formats de contenu, en l'occurrence les stories. Alors, les utilisateurs d'Instagram ou de Facebook voient ce que c'est. C'est des contenus visuels, verticaux, très adapté au smartphone, que les médias utilisent beaucoup de plus en plus. C'est un format qui continue de se développer. Est-ce que Google est allé vers ce format justement ?
Alors oui, clairement Google fait la part belle à ce qu'ils appellent les visual stories, tu vois, dans les résultats de recherche, plutôt pour les résultats de recherche liés à l'actualité, mais d'abord aux États-Unis. C'est d'ailleurs, ça fait même plus d'1 an que c'est développé. Là, maintenant, il y a carrément des carousels très visibles, mais spécifiquement aux US où c'est probablement beaucoup plus utilisé. Pour le moment, je ne l'ai pas vu en France, mais voilà, peut-être qu'on peut s'attendre à ce que ça apparaisse. Voilà, en tout cas, c'est assez impressionnant la mise en avant qui a été faite aux États-Unis. C'est hyper engageant d'ailleurs. Voilà, et on voit d'ailleurs que Google continue ses efforts vers les médias. Mais enfin voilà. En tout cas, on sait que les médias savent faire en tout cas ce type de contenu. Ils le mettent sur les réseaux sociaux. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer sur Google. À la mise en avant sur Google. On attend ça en France avec impatience. Ouais, nous en France, on a toujours 1 ou 2 ans d'écart avec ce qui se passe aux US. Donc peut-être cette année, ça sera pour nous. Ou c'est ça. Fin d'année peut-être. Bon, alors ça évolue aux US, rien en France. Du coup, on valide à moitié, on va dire. Voilà. On est encore dans l'échauffement, messieurs. Donc, je propose qu'on va continuer d'accélérer un petit peu le rythme. Côté positionnement, ranking, évaluation du classement, vous nous disiez que ça allait bouger en 2021. Par exemple, David, tu nous disais que le triptyque EAT, donc expertise, autorité, fiabilité, allait continuer à prendre de l'importance pour l'évaluation des classements. Qu'en est-il ? Moi, je pense que ça s'est produit, en toute objectivité. Voilà, ce ne sont pas moins que 3 core updates que Google a enclenchés en 2021, en juin, en juillet, en novembre 2021. Nous rappelle d'ailleurs l'excellente infographie OnCrawl qui remonte toute la chronologie des updates Google. Et justement, les core updates, c'est vraiment sur la qualité du contenu. Ouais, et on peut rappeler en quelques mots les directives de Google, comme indiqué dans sa section réservée aux développeurs. Si je les cite, le mot d'ordre, c'est toujours de mettre l'accent sur la qualité des contenus, c'est-à-dire la qualité intrinsèque du contenu, donc l'information est-elle juste, la qualité de la forme, les fautes, les syntaxes, le niveau de langage, et le contenu offre-t-il des comparaisons. Donc en toute objectivité, offre-t-il des informations plus pertinentes que les autres pages dans les résultats de recherche. Donc Google a intensifié ses core updates et on peut valider ce que vous aviez dit du coup. Je vous laisse poursuivre toujours au sujet du calcul, du ranking. Vous parliez de la prise en compte de l'expérience utilisateur. Je me permets d'anticiper un peu, mais c'était le mot qui était dans toutes les bouches en SEO en 2021. Ah bon Même là encore, même en 2022. On est d'accord. Oui, c'est vrai que c'était attendu, la prise en compte de l'expérience utilisateur à travers le temps de chargement, notamment la sécurisation de la navigation, les données qui transitent en fait sur le réseau, l'absence d'interstitiels aussi qui viennent altérer l'expérience de navigation. Et, je crois qu'on est tous un peu confrontés à ce sujet quand tu es sur le mobile et que tu as 15 pop-ins qui s'affichent, c'est très chiant. Globalement, c'est des choses sur lesquelles ils ont avancé. Les Core Web Vitals se sont déployés officiellement. Donc, on peut essayer de dire que c'est mieux pris en compte. Et puis, ce qui est peut-être à noter finalement, c'est surtout que là, pour 2022, on a les Core Web Vitals qui sont censés débarquer sur desktop à partir de février là, jusqu'en mars, a priori, le déploiement. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on a vu arriver et qui était attendu et qui s'est passé. D'accord. Florian. Ouais, ça a déjà été le chantier le plus mis en avant en 2021 et même déjà depuis 2020. En revanche, même si on a beaucoup travaillé, si toute la communauté SEO a beaucoup travaillé sur ces éléments, c'est encore difficile de faire la corrélation avec une amélioration concrète du positionnement. Même si on le devine, guidé par le bon sens, plus l'expérience utilisateur est fluide, comme le dit Mathieu, plus ce sera favorable à l'engagement et par conséquent au classement. Oui, et puis je me souviens, je l'ai réécouté ce matin, nous disions nous attendre à un critère qui ferait la différence entre un très bon site et un très très bon site en tête des résultats de recherche, comme une variable d'ajustement. Et je pense que c'est le cas, moi aussi, mais c'est complexe à mesurer puisque, on l'a dit plusieurs fois en 2021 dans ce WAMCA, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, désormais qui fait ces classements. Et comme vous le savez, on ne peut plus réellement isoler un critère pour en connaître le poids réel sur le classement. En tout cas, nous disions ne pas nous attendre à un web performance guédon. Et je crois qu'on est bon sur ce point parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de chute. Pas de gros impact, non. Voilà. Alors par contre, je note que David, ça fait 2 fois qu'il s'auto-attribue un point.
Donc je tiens à rappeler que je suis le seul mandaté ici pour les distribuer. Donc je valide, mais alors c'est pas une raison pour s'auto-congratuler, je vous ai tous salués. Bon, on va revenir justement sur le bilan 2021 pour continuer. Vous évoquiez l'accélération des données structurées. Donc je parle ici de l'adoption de ces encodages pour permettre à Google de mieux comprendre les contenus qu'il indexe, comme les avis, les prix, les calories pour des recettes, etc. Mathieu? Ouais, on a bien assisté à un déploiement de nouvelles balises. C'est des nouvelles mises en exergue dans les SERP aussi. On vous mettra d'ailleurs des exemples concrets visuels dans le résumé du podcast qui est sur le site web. Absolument. Ce sera un peu plus parlant que là à l'oral, mais oui, on a bien vu des choses. Ouais, et pour citer rapidement, on a vu des changements sur l'affichage du nombre de produits disponibles sur une page catégorie, par exemple, d'un site e-commerce, comme la fourchette de prix. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément dépendant des balises, des données structurées. Quoi qu'il en soit, la section données structurées s'est très largement enrichie de nouveaux contextes, comme l'estimation de salaire, des problèmes pratiques, l'activité à domicile, les annonces sur le Covid. Et il y en a beaucoup plus, et ça, on vous mettra un lien dans le résumé du blog. Pour étendre le sujet justement de la compréhension du langage naturel, le fameux NLP, on en avait parlé dans Swamcast à l'occasion du SearchOn 2021. Il y a eu des évolutions dans ce domaine, donc c'est pas vraiment une surprise. Oui, au risque de me répéter mot pour mot par rapport à 2021, effectivement, Google a progressé à pas de géant dans ce domaine. On regardait encore avec Mathieu tout à l'heure un article sur le blog d'intelligence artificielle de Google, où effectivement, ils nous faisaient la synthèse de toutes leurs évolutions. C'est assez dingue. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, l'objectif, on le rappelle, c'est de proposer une meilleure expérience de recherche, c'est-à-dire mieux comprendre l'intention de recherche d'un utilisateur pour mieux lui répondre en résolvant son problème. Et effectivement, les progrès ont été assez monstrueux. On va le voir plus en détail. Ouais, on a vu pas mal de changements, en tout cas, sur les fonctionnalités de Google qui vont dans ce sens. Parmi lesquels, et la plus notable, je pense, pour les utilisateurs, c'est vraiment ce nouveau méga panneau de suggestions de recherche. Donc c'est notamment sur desktop. Si après une première recherche infructueuse, vous revenez sur la page de recherche, on voit qu'il y a donc ce panneau qui s'affiche avec 3 questions qui correspondent à 3 intentions différentes, mais aussi on a des marques associées tirées du knowledge graph. Donc ça, c'est vraiment un gros changement, en tout cas en termes de recherche sur desktop. Mais on peut aussi citer la forte croissance des PA, donc les People Also Ask, ces accordéons de questions qui jalonnent les pages de recherche après une première recherche pour nous proposer différents angles de réponse. Tout à fait. Et le plus spectaculaire, en l'occurrence, moi, je trouve, c'est ce qui concerne la structuration dynamique des résultats. C'est là où probablement on a même qui est en action, ou peut-être ses prémices, on va dire ça comme ça, où tu as peut-être un très bon exemple sur les recherches autour du Covid. Là, il y a Google qui structure vraiment ses résultats avec des étiquettes qui vont correspondre aux différents angles de réponse, comme les actualités, le dépistage, les statistiques, les symptômes, les variants, la prévention, les traitements. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Et puis tu as aussi on va dire un aperçu un peu global, la vue macro du sujet. C'est vraiment quelque chose qui a l'air de se répandre, de se diffuser, d'être de plus en plus visible dans les SERP. On voit notamment des choses qui arrivent sur les recherches de villes, notamment sur mobile, je crois, ce que tu disais. Et même sur Mulhouse, d'ailleurs. Ouais. Effectivement, quand on recherche Mulhouse sur mobile, au hasard. Au hasard Mulhouse, au hasard. On ne le voit pas sur desktop, mais sur mobile, effectivement, tu retrouves ces actualités, hôtels, affaires, restaurants, etc. Ça y est, ça se déploie là. Ouais, c'est assez difficile de relier, en fait, pour nous, les évolutions, de savoir si c'est plutôt une technologie ou une autre qui fait ce fonctionnement sur la SERP de Google, savoir si c'est MEM ou si c'est, comme je disais, un prémisse de MEM ou un autre traitement de leur côté. Mais dans l'idée, en gros, pour nous, sans trop spoiler sur 2022, il y a pas mal de nouveautés dans ce domaine qu'on voit arriver. On en reparle un peu après, et pour pas trop... Bien sûr. Pour pas spoiler, non, voilà, bien sûr. On est Mais sur vous êtes fort. pas 2022. Quoi. Mais vous êtes très fort. Restez jusqu'au bout. Donc, soit vous avez le 06 de Sundar Pichai, le PDG de Google, soit vous avez justement votre boule de cristal là, qui fonctionne très bien. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, même si je vous ai un peu bousculé, c'est pas mal. On est plutôt pas mal. Ouais, en fait, c'est un petit mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait,
Bon, allez, on délivre pas tout le secret, mais on a Charlotte chez nous et qui est pas tout à fait étrangère à cette possibilité de vision dans le futur. Pour que les auditeurs comprennent la private joke, en gros, Charlotte chez nous est l'autrice de l'horoscope WAM. C'est très sérieux. C'est un horoscope WAM qui paraît tous les mois dans notre newsletter. Non, dis pas trop. C'est notre Charlotte. On partage pas nos secrets. Bon, pour rester dans le sujet, vous annonciez il y a un an la fin de la redondance mots-clés, en particulier dans les zones chaudes, donc title, H1, H2, mais aussi dans le texte, puisque Google comprendrait mieux les contenus. Est-ce que c'est une pratique qui a disparu ? Je vous pose la question, mais bon, j'ai une petite idée dessus quand même. Ou est-ce que justement ça n'a pas disparu ? Comment évolue Google par rapport à tout ça ? Oui. Alors pour cette question, comment dire, on avait schématisé le fonctionnement de BERT pour expliquer qu'en réalité, Google n'avait plus besoin d'avoir des termes et une répétition de termes pour comprendre dégager le sens d'une phrase et d'un paragraphe et par voie de conséquence du contenu. C'est encore un peu compliqué pour le sens global, notamment pour des questions de puissance de calcul quand tu as des contenus très longs, techniques, scientifiques. Voilà, justement pour une question de calcul. Mais voilà, concrètement, on n'a plus besoin de faire une répétition et on le voit avec la technologie Google Passage ou Passage Ranking qui a émergé. Google vraiment arrive à répondre précisément à une question. Tout à l'heure, Florian nous disait l'émergence des PA, des People Also Ask, c'est ça. Il va chercher la réponse, une aiguille dans une botte de foin, il te la remonte. Donc Google comprend mieux les phrases et il n'est pas nécessaire de répéter les termes. Voilà. Donc dans les faits, je suis moi très étonné de la persistance de ce mythe qui consiste à croire encore en 2022 que Google aime toujours la redondance. Voilà. Mathieu. Oui, on avait avancé effectivement que la répétition, elle pouvait desservir les contenus dans les classements. En fait, l'ennui, c'est qu'aujourd'hui, ce critère, il est noyé dans des centaines d'autres. La réalité, c'est que c'est vraiment difficile de savoir si c'est le cas ou si ça ne l'est pas. Si c'est l'œuf ou la poule, tu vois, en l'occurrence, lequel est arrivé en premier. Et pour nous, ce qu'on voit en gros, c'est qu'effectivement, on a encore beaucoup de SEO qui continuent de garnir leur contenu avec 30, 50, 60, 80% enfin peut-être pas des pourcents, plutôt des répétitions de mots-clés au sein de leur contenu. Et clairement, en fait, parfois c'est des pourcents. Ça fera beaucoup à 80% après. Mais clairement, en fait, pour nous, c'est vraiment pas le sens du vent si on suit l'évolution de Google et de la technologie. Et finalement, c'est pour nous un phénomène qui est pas forcément à mettre en relation avec des bons résultats. Et c'est vraiment un enjeu pour nous d'expliquer ça à beaucoup de nos clients encore qui sont aussi, on va dire, attentifs à ce que d'autres agences ou d'autres freelances peuvent leur dire au quotidien, quoi. Ouais, et tout à l'heure, j'évoquais les core updates de Google. Et le jour où Google s'attaque à ce sujet sérieusement, on pourrait voir en tout cas des changements assez importants dans les pages de recherche. Pour faire simple et se jauger, je pense qu'il faut renvoyer le sujet à l'expérience utilisateur. Est-ce que vous allez lire jusqu'au bout un contenu de 1200 mots sur la subrogation de salaire avec 70 répétitions du terme sans être lassé avant la fin ? C'est compliqué, oui. Je pense que je vais laisser la réponse aux auditeurs. Mais en tout cas, il faut se rappeler que le but des pages, c'est pas seulement de générer du trafic, mais c'est vraiment d'engager les utilisateurs. Et c'est pas forcément gagné quand le contenu est très répétitif. Oui, et puis on pourrait faire le test de désoptimisation, ça fonctionnerait très bien, parce qu'encore une fois, c'est bien un faisceau de nombreux autres signaux qui fait que vous avez une autorité pour une question, et c'est pas la répétition. Tu disais tout à l'heure qu'on s'appelle désormais l'agence WAM. D'ailleurs, on vient de sortir notre site web. C'est vrai. Alors, il y a des redirections en cours. Mais en attendant, quand vous tapez agence SEO, nous sommes en première page. Et au miracle, si vous comptez le nombre de fois où agence SEO est marqué dans nos contenus, 2 fois. 2 fois, il n'y a quasiment pas de contenu. Alors, peut-être que d'ici quelques jours, on ne sera plus en première page parce qu'on a la redirection en cours avec... voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on y est arrivé sans le répéter, en fait. Répétition, oui. Absolument. Donc, ça marche. Puis en tant que rédacteur, personnellement, même ancien journaliste, je suis d'accord avec vous, mais au petit jeu des prédictions, si Google progresse, on l'a dit, les pratiques, elles ont tendance quand même à persister, je suis bien placé pour le savoir, donc
Vous m'en voudrez pas, mais je ne peux pas vous accorder le bon point de cette prédiction. Oui, je sais que c'est vrai. pas votre faute, je suis désolé, mais c'est comme ça. Bon, messieurs, le temps tourne. Il faut encore écouter après vos prédictions 2022. Donc, on va accélérer un tout petit peu. Je vous posais la question sur l'importance de la taille du contenu, le calibrage avec notamment en exemple l'utilisation des pages hub ou piliers pour des termes de top tails. Est-ce que c'est une tendance qui a continué d'émerger, David ? Oui, tout à fait. Encore une fois, là, je pense qu'on peut apporter là aussi un peu de nuance. Oui, ça fonctionne. Mais c'est comme pour la redondance des termes. On voit trop souvent des pâtés, des pâtés de contenu avec des sommaires systématiquement sur la moindre question. Voilà, s'il n'y a pas grand-chose à dire et tu es bien placé pour le savoir, tu es journaliste. À ce moment-là, on répond rapidement à la question. On n'a pas besoin de développer 6000 caractères là-dessus. Si on peut répondre en 4005 ou en 3000, très bien, c'est parfait et ça fonctionnera très bien. On le rappelle, la technologie BERT et puis le Google Passage permet d'aller chercher l'information. Il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de mettre des pâtés si ça ne se justifie pas. Et comme le rappelait Florian, ça doit rester une expérience de navigation agréable. Voilà. En fait, je pense qu'il faut faire ces expériences. Il n'y a pas de règles. Et c'est comme ça que finalement, vous allez faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, j'ai envie de dire. Ouais. Pour le coup, écrire pour écrire, c'est vraiment prendre la position, mais sans trop s'embêter à s'intéresser au trafic qu'on a derrière. C'est bien d'avoir la position, d'avoir le trafic, mais il faut s'assurer que l'engagement qui est réel derrière en tant qu'objectif pour je sais pas, capter des leads, faire des ventes, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir mesurer et là on n'est pas forcément dans quelque chose d'efficace. Sur une page qui est hyper longue, tu vas avoir un investissement qui est hyper élevé et qui va pas forcément être rentabilisé en fait, quoi. Pour revenir sur la notion d'intention de l'utilisateur, plutôt que de mots-clés, on l'a évoqué avec des exemples tout à l'heure, mais s'intéresser d'abord à l'intention plutôt qu'aux mots-clés, c'est un axe de travail qui s'est imposé. On va pas revenir là-dessus, on va pas épiloguer. Clairement, ouais. Et toujours sur le contenu, je reste là-dessus, l'accès au contenu par le vocal. David, je vois que tu me regardes. Oui, on disait que Google préparerait le terrain avec la fonctionnalité ayant pour objet de répondre précisément aux questions précises via les feature snippets, les PA, les Google Passages. C'est le cas, c'est déployé, mais les Google Home sont toujours au fond de l'armoire. D'ailleurs, je me demande si et le Google Home et l'armoire ne sont pas partis à la déchetterie. C'est ça, la seule évolution en tout cas notable, c'est la balise sémantique Speakable que l'on peut insérer, mais en tout cas ça c'est pas une science exacte et pour le coup elle date pas de 2021. Mais même si la Search Console permet de voir maintenant les recherches émanant du vocal, c'est vraiment anecdotique en termes d'usage. Google lui-même disait, par l'intermédiaire de Martin Splitt dans leur podcast, que la recherche vocale sera un complément à la marge, notamment pour les questions liées à la connaissance. La révolution de la recherche est ailleurs. Et on en parlera un petit peu après. Ouais, donc je vous l'accorde, pas d'explosion du vocal. Et concernant les contenus vidéo, on en voit plus désormais. Oui, la vidéo continue à prendre de l'importance dans Google. Et c'est ça la vraie évolution, je pense, sur plus en plus d'intentions, et à commencer par la phase inspirationnelle, qui est la première étape dans le processus d'achat. Effectivement, et puis aussi sur la phase où tu demandes des façons de faire, des tutos, des how-to, des questions how-to. Et là, le baromètre SEMrush Sensor nous montre bien l'émergence des contenus vidéo dans la SERP. En fait, il nous dit sur son baromètre de 110 millions de mots-clés, dans 26% des cas, j'ai des vidéos. Et là, on voit bien les graphiques évoluer. C'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. Je crois qu'on ne va pas épiloguer, c'est validé, puis c'est assez manifeste, et surtout, vous allez être un petit peu plus complet sur la question tout à l'heure. Je devine vos prédictions même en 2022. On va passer au local maintenant. En 2020, avec la pandémie, il y a eu une accélération des fonctionnalités de Google My Business. Et vous nous disiez l'année dernière que ça allait encore s'accentuer. Alors, est-ce que c'était le cas ? C'est une tendance qui a continué à prendre de l'importance en 2021. On a vu le rôle central de Google My Business qui s'était vraiment amélioré et de façon utile vis-à-vis des contraintes sanitaires notamment. Google, en l'occurrence, il a vraiment poursuivi ses efforts là-dessus, quoi. Ouais, déjà, le premier effort, pour le rappeler, c'est le changement de nom. Ça s'appelle nom. Désormais Google My Profile. Mais plus sérieusement, le grand changement, c'est la mise en place de fonctionnalités réellement adaptées
à chaque type de business, hein, les restaurants en particulier, mais aussi les magasins de proximité. Et comme le disait Mathieu, la pandémie a vraiment accéléré ces changements sur Google My Profile maintenant. Donc parmi ces nouvelles fonctionnalités, on a la possibilité d'entrer en contact avec le shop par le biais d'un chat directement, sans passer par l'appel téléphonique. Donc ça, c'est quand même un changement assez important. Mais là aussi, Google nous réserve de belles surprises pour 2022. Sur le local, et ça on va en parler tout à l'heure également. Et tout à l'heure aussi alors. Et pour terminer cet exercice d'évaluation, vous étiez parti dans des spéculations, alors on va dire un peu plus risquées. Donc je propose qu'on les passe en revue, mais rapidement. Une réponse courte, une question courte, une réponse courte. Je sais que c'est pas votre fort, vous faites toujours trop long, mais on va tenter. Allez, feu. La prise en compte de l'engagement de l'utilisateur avec les résultats de recherche Google, donc le mouvement de pogo sticking, je vais sur un site, je reviens dans Google, comme critère de classement, bon ou pas bon? Bon, bien sûr. Et si John Muller m'entend là, mais il écoute. Il est en train de sourire et je le sais, il se dit, il tape juste les gars, il tape juste, mais on peut pas le dire. Non, officiellement en fait, c'est effectivement toujours pas un critère. Pas mieux. Bon pas officiel, donc pas bon, désolé. Bon John, si tu nous entends, fais un signe. Hein, mais j'ai vu chez Charlotte, moi. David l'a vu rire en tout cas. Donc, bon, en tout cas, autre point, l'accessibilité comme prochain cheval de bataille de Google. Non, même s'il reste beaucoup à faire en la matière, je crois que je suis allé un petit peu trop loin, en tout cas à ma connaissance. C'est pas un critère aujourd'hui, l'accessibilité, comme peuvent l'être les Core Web Vitals. C'est pas un critère, mais après on peut quand même souligner la création du site Google Accessibilité, qui réserve une partie aux développeurs, des outils, des conseils pour proposer des sites justement et des applications accessibles et qui lisent tous les produits de Google en faveur d'un web accessible. Google parle beaucoup de Search Experience, enfin nous on en parle beaucoup en tout cas, et c'est donc en toute logique qu'ils travaillent sur l'accessibilité et la facilité d'utilisation de tous ces produits. Ouais, c'est assez nouveau, on voit effectivement que Google communique de plus en plus, mais après c'est pas un critère dans la continuité de ce que peut être le temps de chargement par exemple, c'est une des nombreuses bonnes pratiques du web qu'il faut suivre, mais côté SEO, on va dire que l'impact restera toujours indirect vis-à-vis de l'amélioration de l'engagement en fait. D'accord. Donc pas bon, mais il y a des signaux et c'est tant mieux. C'était quand même pas trop mal senti. Ensuite, vous évoquiez la possibilité pour les marques de jouer l'ubiquité dans les SERP à travers des résultats multimodaux, feature snippet, résultats bleus classiques, people also ask, vidéo, images, etc. C'est effectivement le cas, et de plus en plus. On évoquait tout à l'heure le baromètre des fonctionnalités SEMrush Sensor. On voit bien que la physionomie est de plus en plus enrichie, de multiples résultats, et qu'une marque peut occuper plusieurs résultats. Dans les pages Google. Ouais, puis on peut même compléter l'apparition des résultats indentés avec deux résultats par requête. Si Google a jugé que 2 pages de ton site étaient pertinentes, ça accentue ça en fait. C'est vraiment très présent dans les SERP mobiles. Et elles sont notamment de toute façon dans tous les cas plus fournies que celles qu'on va retrouver sur desktop. D'accord, bien senti messieurs. Mais alors par contre les résultats indentés, c'est vrai qu'ils nous aident beaucoup pour valider aussi cette spéculation de l'époque. Il est sorti du chapeau celui-là, on l'avait pas vu venir, mais c'est Charlotte. C'est toujours Charlotte. C'est ça. Si c'est bien senti, c'est que c'est Charlotte. Il y a une dernière prédiction que vous mettiez sur la table, j'aimerais y revenir, c'est celle de l'organisation même du projet SEO pour le mener à sa réussite. Avec les nombreux progrès réalisés par Google, notamment en particulier grâce à l'IA, vous évoquiez la complexité du jeu des classements et donc la nécessité de confier non plus le projet SEO à un consultant, mais à une équipe pluridisciplinaire, donc SEO technique, éditorial, UX, data, RP, même pour l'autorité. Est-ce que vous avez vu cette tendance émerger ? Ouais. Alors moi qui fais beaucoup de recrutement en ce moment, je vois bien que les connaissances SEO, elles sont souvent au final assez disparates. En tout cas pour les nouveaux sujets attenants, là, comme on peut voir et en discuter dans le WAMcast, sur l'UX, le CRO, le tracking, l'interprétation de la data ou même les RP. Globalement, les candidats, ils peuvent pas être aussi précis que des personnes qui sont les spécialistes en la matière, qui font ça depuis plusieurs années et qui ont déjà vu beaucoup de projets en fait. Ouais, et comme le jeu de la visibilité s'est clairement durci, ça n'a pas de sens d'essayer de vouloir tout faire tout seul. Sur des sujets très précis comme un audit technique, c'est OK. Mais pour un benchmark, par exemple, tu es obligé d'avoir un regard éditorial avisé, tout comme pour le principe de parcours sur le site. Donc là, tu es obligé de collaborer avec d'autres experts, en l'occurrence. Pour le type de mots-clés,
C'est de plus en plus vrai. On est obligé de travailler à quatre mains avec l'éditorial et pour les liens avec un consultant RP. Et je ne parle même pas de la data avec l'arrivée des RGPD l'an dernier. Voilà, la fin programmer des cookies, si tu ne sais pas la gérer, ça fait des comparaisons un peu bizarres dans les dashboards. Et c'est là que vraiment chaque expertise est vraiment importante dans le cadre d'une stratégie de visibilité. Bon, en tout cas, c'est vers ça que vous pivotez chez WAM, mais c'est peut-être pas vrai partout, David. Ouais, on voit quand même les choses évoluer clairement. Hein. Donc, je peux prendre l'exemple de l'agence COSI, par exemple, à Nantes, Laura Blanchard, Victor Lerat notamment, qui associe l'UX, l'éditorial et l'éditorial au SEO également. Et c'est bien dans le sens du vent. On les salue d'ailleurs. Oui, salut, bien sûr. Voilà, donc non, on voit les choses évoluer. Voilà. Et comme disait un grand expert assis en face de moi, une agence c'est bien, des experts métiers c'est mieux. Tu fais des belles phrases, Mathieu. C'est moi qui ai dit ça. Ouais, en 2021, cher ami, tu l'avais dit. Ok, très bien. Je me rappelle que vous aviez été très loquace sur le sujet, hein, je m'en souviens. On va pas paraphraser le WAMcast numéro 17. On va plutôt justement inviter nos auditeurs à aller l'écouter ou même le réécouter, pourquoi pas. Un tout dernier point pour vous coincer. Enfin, je crois. On avait terminé le WAMcast l'année dernière sur la possible arrivée d'un nouveau moteur de recherche, l'émergence peut-être d'un Bing, d'un Quant, d'un DuckDuckGo face à Google. Alors, est-ce que l'hégémonie de Google a été bousculée ou pas? Et pas le moins du monde. C'est vrai que c'était risqué. À mon grand dame. Non, Google vient de publier ses comptes ce matin même, là, dans les Échos de février. 76 milliards de dollars de résultats nets, x2 par rapport à 2020. C'est complètement dingue. Ils ont l'air de bien s'en sortir. Ouais. Non, si on pillaille, Google a cédé selon StatCounter 1% de part de marché, on va dire, au profit de Bing et de Quant en France. Bon, je suis presque à me dire qu'on peut remettre en doute le 1%. Ouais. Globalement, il y a vraiment rien de sérieux en face aujourd'hui. On voit plutôt des plateformes sociales qui essayent de s'imposer via leur contenu et leur propre système de recherche interne, donc plus l'usage des gens. C'est un peu comme Amazon niveau recherche de produits qui a une grande part dans les usages des internautes aujourd'hui. Mais il n'y a pas de moteur de recherche en tant que tel qui a émergé et qui est très utilisé. Alors, on aurait pu quand même parier sur Apple, qui a fait beaucoup parler avec ses moyens colossaux, avec ses valorisations stratosphériques. C'était 3 000 milliards, me semble-t-il, de dollars. Ouais. Mais pour le moment, rien n'est annoncé. Ouais. Et justement, avant que tu nous sanctionnes, Kevin... non, mais c'était audacieux, on aime l'audace. Sur cette dernière spéculation, qui ne s'est pas produite, je vous conseille de visionner quand même le webinaire de Tom Anthony de Search Pilot à Londres, ex-Distilled, sur le sujet Apple, justement, dont parle Florian. Il est tout aussi convaincu que nous, qu'Apple a les moyens, et s'y est déjà employé d'ailleurs concrètement depuis plusieurs années, pour arriver sur le marché de l'accès aux informations. Ce n'est pas un moteur de recherche en tant que tel, mais c'est plutôt comment on accède à l'information depuis tout le hardware et les services Apple. Je vous en dis pas plus, mais on vous mettra le lien. C'était lors du SMX Munich. Et on vous le mettra en ligne, parce que vraiment c'est solide, c'est une conférence parfaitement argumentée, ça tient la route. Bon messieurs, le bilan 2021, bon pas si mal finalement. Ouais, pas si mal. Je vous félicite, je suis très fier de vous. Merci Charlotte. Bon, en tout cas maintenant on va pouvoir passer, là ça devient du sérieux, aux prédictions pour 2022, et il va falloir faire au moins aussi bien. Mais bon, j'ai confiance en vous. Alors, je vous disais très loquace tout à l'heure, je vous propose qu'on fournisse des réponses pas trop détaillées non plus pour pouvoir aborder justement le maximum de points. Donc, je vous écoute pour les prédictions 2022 et on attaque avec la visibilité naturelle. Ouais, c'est clair. Le gros changement attendu dans les SERP, c'est l'avènement de la recherche visuelle avec le déploiement de Google même, du moins, on va dire la première brique autour de Google Lens. Qui est déjà déployé du reste. Oui, exactement. Google avait présenté lors du Search On, on en avait parlé en octobre 2021, la façon dont la recherche de l'internaute évoluait dans un contexte d'achat-action. En fait, les étapes sont les suivantes. Tu passes d'abord par la phase d'inspiration, puis d'exploration, d'évaluation et ensuite d'achat. Tu passes à l'action. Et en fait, pour chacune de ces étapes clés du cycle décisionnel qui mène à l'acte ou à l'achat, Google Lens, depuis l'application Google, mais aussi désormais embarqué sur Google Chrome en natif, sur mobile,
est centrale. La révolution, en fait, et n'ayons pas peur des mots, ce sont à nouveau les énormes progrès de Google en matière de reconnaissance d'images grâce à l'IA. Et sur ce point, le truchement de l'appareil photo fait des merveilles. En fait, ça déplafonne littéralement la recherche, qui était jusque-là limitée finalement par les requêtes, les mots-clés, qui par nature sont un peu limitantes, quoi. Ouais, en quelque sorte, Google s'empare du sujet pour nous. Plutôt que de nous laisser à la faiblesse de nos connaissances pour trouver des nouveaux produits ou services, grâce à l'image et l'extrême précision de ses capacités de reconnaissance, Google tape juste à chaque fois pour nous proposer des réponses étonnamment pertinentes, que ce soit pour un vêtement de marque, un meuble de signature de designer ou une paire de chaussures. En bref, tout ce que l'on aime, mais qu'on a souvent du mal à bien décrire. Avec la photo, ça règle le problème. Donc en gros, vous me dites qu'en 2022, on va beaucoup plus rechercher à partir de photos qu'avec de simples mots-clés. En tout cas, ouais, c'est le sens du vent. Google nous permet de le faire. Il a modifié Android, sa barre de recherche, pour permettre de mettre en avant la recherche via la prise de photos. C'est vraiment fait pour inciter l'internaute à rechercher de cette façon, je pense. Maintenant, on n'aura jamais plus de recherche visuelle que de recherche classique au format texte. C'est juste l'usage permis via l'évolution de Google qui nous permettra de le faire efficacement si on le souhaite, quoi. Ouais, effectivement, la recherche par image, ça restera mineur. Mais en tout cas, ça ouvre beaucoup de perspectives pour l'utilisateur et donc des opportunités pour les marques qui sont présentes en ligne. Pour rester dans le visuel, est-ce que vous avez d'autres prédictions à ce sujet ? Ouais, on va partir sur un sujet facile. On voit tu fais des choses faciles pour l'année prochaine, du coup. Ouais, c'est ça. On voit beaucoup de visuels apparaître. En l'occurrence, sur mobile, c'est pas nouveau du tout. Sur desktop, en France, ça l'est, en tout cas là depuis quelques temps. À mon avis, on aura bien plus de travail à fournir demain sur le choix des visuels dans nos pages. Aujourd'hui, on a tendance à mettre une image pour mettre une image parce que voilà, faut aérer un peu le contenu. Mais demain, ça sera peut-être un travail vraiment spécifique, le choix du visuel, en tout cas beaucoup plus qu'aujourd'hui, qui est aujourd'hui en fait déjà pour moi sous-estimé en fait à l'heure actuelle. Et je pense que pour fin 2022, on pourra s'en reparler sans trop de doute sur l'efficacité de la pratique. Ouais, on a déjà vu pas mal de changements importants, notamment dans le e-commerce, où aujourd'hui sur Google, on peut voir apparaître un carrousel d'images sous l'URL des e-commerçants. Et on peut se poser la question que si Google souhaite concurrencer la plus grosse plateforme e-commerce qui est Amazon, on n'a pas trop de difficultés à penser qu'il y aura de plus en plus d'images dans les pages de recherche. Et d'ailleurs, en vous écoutant, je me dis qu'on parle souvent de la réunification de l'UX et du SEO. Tu le disais, il faut travailler les visuels, peut-être mettre des visuels avec plus d'humains, parce qu'on les voit dès la SERP, donc ça engage davantage. C'est peut-être là aussi qu'il y a un vrai boulot à faire. C'est vrai que ça paraît sujet facile, mais on ne traite même pas en fait. Il y a déjà mieux choisir ces visuels pour que dès la SERP, on se dise tiens, je vais aller plutôt chez lui, quoi. On a parlé photo, images, du coup les vidéos, toujours plus. Oui, et ici je pense que... Alors ça va dépendre des marchés, si tu veux. On voit bien que l'usage de la vidéo, notamment... par les jeunes, les plus jeunes, les 15-34, vous avez dû voir là, il y a quelques jours, TikTok a dépassé en 5 ans, c'est devenu le premier réseau social chez les 15-34 ans, devant Google. Et on voit Google qui commence justement à pousser ses résultats, TikTok notamment, dans ses SERP. Alors en indexant les URL d'une part et en proposant des carousels de short vidéo, alors pour l'instant que aux États-Unis d'autre part. Donc oui, ça pourrait bien être un nouveau moyen de prendre des places en SEO. Voilà, donc oui, je pense qu'il faut s'intéresser à ces formats, les short vidéos. Il y a YouTube qui appelle ça shorts, et puis il y a TikTok. Ouais, je pense que ça va sacrément émerger. Et puis on parlait des stories, Florian. Oui, effectivement. Alors sur les stories, là je parle des stories qui sont hébergées sur votre site, comme un article de blog. On a observé une mise en avant assez importante sur Google grâce à ce nouvel espace qui s'appelle Web Story, qui allie texte et visuel. Là, on est vraiment encore sur la version mobile et c'est pour le moment, en tout cas, vraiment utilisé dans les médias. En tout cas, on pourrait voir ça très largement en 2022. C'est vraiment présent aux US, donc on peut s'attendre à ce que ça vienne en France. Ouais. Okay. Je reviens, on a un peu parlé tout à l'heure, le numéro consacré au Search On. Pendant ce webcast, vous évoquiez également l'arrivée du Continuous Scroll, Mathieu. Ouais. C'est pas encore en place en France, malheureusement. Mais aux US, oui, j'imagine. Ouais, c'est ça. On peut dire ça souvent. En fait. On va faire toute la... Tu pourrais peut-être nous enregistrer et comme ça, tu nous repasses le morceau. Aux US, mais pas en France. Je le mettrai en boucle.
Ouais, non, on peut tabler dessus, je pense, effectivement. Et en tout cas, ça serait effectivement une fonctionnalité assez cool. Moi, quand je fais des tests, si je prends une IP aux US et que je teste la fonctionnalité, effectivement, c'est vraiment sympa à utiliser. Tu vas plus loin, tu as tendance à avoir plus de résultats, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est vachement intéressant parce que tout à l'heure, on parlait justement des réseaux sociaux. Et là, ça s'y rapproche. On a vraiment une page de recherche qui va ressembler à un fil d'actualité. Ouais, exactement, et on peut penser ou espérer que justement ça va lisser un peu davantage les taux de clic, tu vois, entre les premières positions et puis celles qui sont en bas de première page, sans le continue scroll. Et puis la seconde page, donc en fait le continuous, c'est les 4 premières pages. On peut imaginer que ça va lisser tout ça. Voilà, enfin moi j'ose espérer, on peut s'y attendre en tout cas. D'accord. Et maintenant, si on zoomait un peu sur les nouveautés e-commerce. Ouais, alors tu vas encore dire que je parle que des États-Unis, mais Non, c'est pas on voit des choses arriver. On a fait récemment une grande présentation pour un de nos clients qui retrace l'ensemble des évolutions et des tests récents qui sont menés par Google dans ses SERP. Et clairement, en e-commerce, il y a de plus en plus de choses qui sont présentées. Après, en France, on est encore puni. Pour le coup, on n'a pas grand-chose. Bon. Mais ouais, je pense que peut-être Florian, toi qui a bien suivi le sujet, tu as peut-être 2-3 infos à nous donner. Ouais. Bah ouais, alors moi, je vois vraiment bien arriver le shopping en interne sur les pages de recherche avant la fin de l'année avec des fiches de produits intégrées sur le côté et au clic de pouvoir l'ajouter à son panier ou je ne sais pas trop encore comment ça fonctionnait, mais en tout cas de pouvoir concrétiser l'achat directement. Non, on avait vu des tests effectivement tournés grâce à Brody Clark qui souvent montre les tests aux États-Unis. Effectivement, il y a des produits directement dans la SERP. Et ça nous. Là, c'est même plus un test maintenant, je crois. Ouais, c'est directement voilà. affiché. Hein. Voilà. Oh, les Américains. C'est ça. Mathieu, une autre nouveauté e-commerce ? Ouais, alors on avait entendu parler d'un panier de commandes qui serait intégré à Chrome. Alors ça a été annoncé. J'ai pas l'impression que ça soit vraiment déployé. Donc oui, pour en savoir plus en 2022, probablement, mais un truc vraiment béton déployé qui change nos usages, pas sûr quoi. Pas tout de suite. C'est intéressant, on voit vraiment Google qui essaye d'être là sur tout le parcours de recherche, de la recherche à l'achat. Et on voit surtout qu'il essaye de prendre la place aussi d'Amazon, de concrétiser cet achat directement sur Google. Clairement. Dans le e-commerce, il y a énormément de données structurées maintenant qui sont propres au e-commerce. Et je pense aussi pour plus de spontanéité, notamment, moi je verrais bien l'émergence des... Alors on voit déjà les données structurées liées au stock, mais je verrais bien les stocks et les délais de livraison en temps réel. Je vais vous donner un exemple. Je vais raconter un peu ma vie. Vas-y. C'est ton podcast. Ça parle de ça. Ce week-end là, qui arrive, je vais faire donc une raclette avec des potes, mais dehors, sur la terrasse, comme il fait beau. Par contre, il fait froid. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait bien d'avoir un Brasero. Et donc, j'ai commencé à regarder sur Google. Je suis allé sur Amazon. Et sur Amazon, j'ai vu une liste de produits où ils affichaient carrément, évidemment, le stock, mais la livraison. Et les premiers produits, donc tu peux filtrer, tu peux les classer par ce produit-là, tu peux l'avoir jeudi, quoi. Et quand tu es mardi soir, à 22h, et que tu te rends compte que tu n'as pas ton Brasero, c'est vachement bien. Et je me dis, mais... il manque pas grand-chose pour que Google le récupère également dans sa SERP. Pour le coup, ça a marché pour moi. Je l'ai commandé. J'espère l'avoir samedi. On attendra le débrief de la soirée raclette. En tout cas. Voilà, mais en tout cas, je trouve que ça peut être assez, ça peut être assez canon. On verra si ça émerge. Florian, est-ce que toi, tu as une autre nouveauté e-commerce Ouais, alors c'est une nouveauté en tout cas sur la page de recherche, mais on l'a déjà vu sur les images. C'est ce qu'on appelle le jump to search. Et c'est ces petites bulles filtres qui vont apparaître en haut de la page. Et par exemple, si je cherche un téléphone, on aura probablement des indications sur des marques ou peut-être sur des prix. Et là, on voit encore, je me répète, mais on voit la volonté de Google de nous accompagner un petit peu plus dans notre recherche. Alors, on en a déjà beaucoup parlé dans ce webcast, on l'a évoqué également tout à l'heure, l'émergence de Google Mum avec des résultats de plus en plus structurés. On devine que ça va se déployer de plus en plus, évidemment. Par contre, côté fonctionnalité, pour mieux cerner l'intention de recherche, là aussi, est-ce que vous voyez des choses à venir ? Ouais, alors typiquement, là, c'est pas forcément sur la recherche vraiment en tant que telle, mais on a vu des choses dans les présentations de Google cette année sur des contenus autres, on va dire, qui sont suggérés dans les vidéos, notamment via YouTube, par exemple. Pour le coup, ça pourrait arriver en 2022, mais je vois surtout ça peut-être venir avec les futures élections présidentielles aux US,
où là, il y a un vrai enjeu sur la lutte contre les fake news qui sera, j'imagine, une priorité de leur côté, vu ce qui s'est passé sur les dernières. Et si en fin de vidéo, quand tu regardes je sais pas, une vidéo qui te présente un sujet politique, par exemple, si à la fin, on te pousse d'autres contenus à consulter qui font du fact-checking ou qui te donnent un point de vue sur une information donnée, ça peut être intéressant. Et pour le coup, je le verrais bien arriver... je sais pas, en 2022, ça serait bien quand même. On est là pour parler de 2022, mais peut-être à dire dans les prochains mois. Ouais. D'accord. David ? Ouais, il y a une nouveauté, moi, le Search On, ils nous ont montré des choses qui pouvaient arriver, là, le Things to Know. Et en fait, Things to Know, c'est quand tu pars sur une recherche très générique, en fait, ça te précadre déjà les séquences de recherche d'après. C'est super intéressant. Et là, on est vraiment sur une anticipation des sous-thèmes qui peuvent intéresser l'internaute à partir d'une recherche très large. C'est annoncé, donc gageons que ça puisse venir en France rapidement. Pour l'instant, ça n'a pas été déployé nulle part, même pas aux US, et ça redistribuera peut-être plus efficacement le trafic des requêtes génériques vers des pages spécifiques, avec une finalité qui est peut-être moins d'audience, mais surtout moins d'interférences, et donc j'ai tendance à penser un trafic beaucoup plus chaud, plus ciblé, quoi, hein. Ouais, je suis d'accord, ça devrait permettre de mieux orienter l'internaute en fait, quand il fait une requête générique. L'exemple qu'ils donnent dans leur présentation sur la peinture acrylique, il est assez parlant en l'occurrence. Ouais, tu peux aller directement sur du contenu qui te dit comment en faire, comment la nettoyer, les différents styles, etc. Alors que tu es toujours sur ta page Google avec ta requête générique. D'accord. Une autre prédiction, une autre nouveauté, David ? Complètement, dans le sillage de Things to Know, il y a Refine and Broaden que j'ai trouvé hyper intéressant parce que ça contribue vraiment à pratiquement dessiner, si vous voulez, le parcours de recherche de l'internaute. Alors Refine, en affinant en fait les recherches, Google te propose des bubbles avec les prochaines recherches finalement demandées en général sur ce sujet par les internautes. Et inversement, tu as la possibilité de dézoomer, de revenir vers le générique à partir de cette thématique-là. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Peut-être que ça nous permettra de reconstruire des schémas. Voilà. Et puis en tant qu'utilisateur, c'est super intéressant. Avec l'arrivée des premières briques de MEM dans les résultats, ce qui sous-entend une meilleure compréhension du contenu par Google, dans le Webcast consacré au Search On, vous évoquiez justement le lien de proximité avec le Knowledge Graph. Est-ce que vous voyez Google accentuer sa construction du monde à ce modèle ? Indubitablement. Car c'est une tâche titanesque et le défi pour franchir l'actuel plafond de verre de la compréhension du langage humain, c'est l'étendue de la construction du monde de Google. Ouais. Et sur la compréhension du monde par Google, en l'occurrence, on a une documentation de Google AI qui nous présente comment il part d'une base de données en fait assez basique, Wikipédia, Wikidata. Après, ils ont un truc beaucoup plus large que ça de leur côté, mais pour schématiser, en gros, d'ailleurs, il y a un schéma dans cet article pour générer des réponses en fait qualitatives, on va dire, et qualifiées. La techno qui est derrière, c'est TechGen. Vous en avez d'ailleurs parlé, je crois, dans un précédent Webcast. Absolument. Et c'est probablement en fait là la future genèse de l'assistant Google qui servira de fonctionnement de base à une autre technologie qui s'appelle Lambda pour répondre aux questions des gens. En fait, c'est tu peux dialoguer en fait avec Google quoi, au final quasiment. Je reviens quand même rapidement sur MEM. Vous nous aviez présenté des fonctionnalités très puissantes. Par exemple, celle où l'utilisateur peut demander à Google alors je prends l'exemple, comment réparer un dérailleur en mettant juste une photo du dérailleur. Ça, c'est quelque chose d'attendu en 2022. En tout cas, c'est ce qui est prévu, oui, dans la roadmap, et tel que Google nous l'a présenté au Search On. Et moi, je pense que ce sera le cas sur S1. Ah ouais, S1, t'es carrément optimiste à mon avis. Mais ouais. Moi, je pense que c'est plutôt pour 2024. Il reste 4 mois. Au moins. Mais il prend des risques, David, au moins, tu vois, pour le Webcast de l'année prochaine. Je pense que ça va prendre quelques années. On pourra en reparler, en tout cas, ou on reprendra cet extrait. Mais c'est pas pour S1, je pense, en tout cas. Est-ce que vous voyez d'autres nouveautés ou d'autres fonctionnalités encore en 2022 qui auront pour objectif de favoriser le clic ? Ouais, il y a pas mal de choses qu'on a vues aussi dans les tests, toujours aux US. C'est l'évaluation des e-commerçants dès les pages listes. Donc, ce n'est pas une notation des produits, c'est vraiment l'évaluation des e-commerçants. Et si tu tapes, par exemple, je vais reprendre l'exemple des poussettes de tout à l'heure, poussettes bébé, et là, tu auras une page catégorie et tu aurais la notation du marchand
par rapport à une requête qui en plus touche un peu à des, on va dire, un sujet un peu sensible, la sécurité là en l'occurrence. Voilà, il y a mise en avant des avis plus répandus, voilà, mais aussi plus exigeants dans l'avis lui-même. Google a fait des core updates, des updates par rapport aux avis justement, et là-dessus il a fait des recommandations en disant voilà, ce qu'on attend c'est quelque chose de construit, de pas partisan, d'objectif, voilà, et il fait le choix de les montrer, c'est qu'il pense qu'il y a du corps, quoi, voilà, tout simplement. Mathieu, une nouveauté, une nouvelle fonctionnalité? Ouais, on peut toujours aussi parler de About This Result. On en avait déjà parlé aussi, qui est une fonctionnalité qui est pas en France. Je pense que je vais m'abonner que aux trucs pas en France. Moi, mais cette fonctionnalité, on va dire, qui permet de fournir plus d'informations sur qui est le site web qui fournit le résultat, le snippet dans Google. Ça, c'est live aux US. En plus, ils sont censés faire évoluer cet encart pour l'améliorer et donner encore plus d'informations à l'intérieur. Peut-être nous, en 2022, on peut attendre la version 1, donc la version pas encore améliorée, tu vois. Ça pourrait être cool en 2022. Ouais, pour le coup, ça va arriver assez rapidement, je pense, en S1 cette année. S1 du coup. Ah ouais, moi je dis S1 aussi. Mathieu, qu'est-ce que tu vois? Moi, je dirais peut-être plus S2. D'accord, allez, c'est noté. Là, il y a des vrais points vérifiés. En tout cas, sur ces deux derniers points, est-ce que ça signifie qu'il faut encore plus se consacrer à la construction de marques en 2022? Précisément, ouais, c'est évident qu'il faut mettre l'accent sur les actions qui t'ont gagné en notoriété. Avoir une marque qui est experte sur son marché, c'est vraiment une bonne chose vis-à-vis de AT. Hein. Le premier mot, c'est expertise. Ouais, c'est ça. Et puis si tu prends un peu de hauteur là, sur le sujet, avec toutes les communications de Google, c'est ce que l'on voit, c'est ce qu'on lit en filigrane. Et oui, clairement, moi, je pense que ça embarque toutes ces notions de mention de la marque et pas simplement le lien qui, pour moi, perd encore en poids, en crédibilité dans le calcul global du classement. C'est plutôt l'aura, l'écho de la marque qui sert davantage le classement. D'accord. Comme l'année passée, je vous propose de zoomer sur la présence locale. Vous aviez vu juste avec des résultats toujours plus personnalisés, mais aussi plus de fonctionnalités. Est-ce qu'il y a encore à faire en 2022 sur ce point précis? Alors oui, il y a encore pas mal de choses, hein, notamment sur les stocks en temps réel, l'affluence des personnes dans les magasins, les horaires, les promos en temps réel également, des événements en cours. On peut parler de la fonction, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, de la fonction message, où on peut rentrer directement en contact. Et là, on peut poser des questions, justement, si les stocks ne sont pas encore réels, demander ce genre de questions. Mais en tout cas, ça a un vrai avancement. Et sur les messages, d'ailleurs, hein, la partie chat, elle est accessible dans GMB depuis un moment. Et l'évolution qui est attendue, c'est le fait de pouvoir toi, en tant qu'administrateur, pouvoir répondre aux gens dès la SERP Google. En fait, tu n'as pas besoin de te loguer au compte pour répondre à tout ça, quoi. J'ai un petit chiffre d'ailleurs autour de ces messages en temps réel. 76% des internautes préfèrent échanger des messages avec un point de vente local plutôt que de passer par des canaux traditionnels comme le téléphone. C'est hyper intéressant. Donc a priori, ça va sans doute être adopté en 2022. Je dis pas S1, mais... Moins de risque. Après, ouais, t'as aussi ce qu'on a pu voir sur la fin d'année, là, et puis encore en janvier, le test d'affichage qui est plus horizontal que vertical pour le local pack dans les pages de résultats. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devrait voir aussi se déployer de plus en plus, j'imagine. Ça, on peut dire, pour le coup... c'est presque live. Ouais, c'est T1. C'est presque live. Et en plus, on l'a plus systématiquement en haut, cet encart Maps. Et on a l'impression qu'on en a surtout de plus en plus autour de soi. En tout cas, on n'en est pas encore à discuter avec Google via la technologie Lambda dont tu parlais tout à l'heure, Mathieu. Ouais, non, là, effectivement, on est loin d'avoir quelque chose qui est prêt. Hein, c'est beaucoup trop tôt. S2 peut-être. Non, ouais, mais pas de 2022. Là, on est plus 2032. 2025. Non, c'est trop tôt. Effectivement, les exemples, ils se multiplient parce qu'ils avancent de leur côté. Ils ont de plus en plus de choses à nous communiquer là sur toujours google.ai. Pour retrouver toutes ces informations, on avait eu l'exemple de la planète Pluton avec qui tu peux taper une discussion et puis il va te dire qu'elle croise des sondes humaines qui passent de temps en temps, etc. Là, le dernier exemple qui a été communiqué, c'est la possibilité de dialoguer avec un phoque. Ce qui est primordial, ce qui est nécessaire vraiment. Il y a des phoques en Bretagne, ça peut t'arriver. Et l'idée, c'est qu'effectivement, c'est des choses qui sont assez bluffantes parce que tu vas pouvoir dialoguer avec l'animal et il va te dire qu'effectivement, si tu lui demandes ce qu'il mange, il mange du poisson frais.
projet, etc., etc. Arrêtez de faire du maquillage avec moi, ce genre de choses. Quoi. Ça. Voilà. Maintenant, si on se penchait maintenant sur la pratique du SEO, quelles sont vos prédictions, messieurs? Mathieu. Sur la pratique du SEO global, on va dire que le cycle de la data, le fait de l'agréger, de l'analyser et d'en tirer des recommandations, ça c'est, on va dire, la vue très simple. Elle nous amène sur des outils qui sont de plus en plus pertinents, qu'on doit utiliser comme tel, en gros des outils, c'est-à-dire qu'ils nous donnent une information, ils nous permettent d'agréger la donnée, de la trier, de la classer, de la nettoyer aussi on va dire, des informations non pertinentes qu'on peut récupérer dedans. Et pour moi, on se dirige vraiment sur l'utilisation dans la pratique au quotidien de méta-outils, des outils qui vont agréger les données d'autres outils pour que les équipes, les consultants, on va dire experts, ils puissent piloter efficacement. C'est peut-être un truc à synthétiser, c'est l'outil ne doit pas décider pour toi, il doit juste te permettre de trancher parce qu'il te met les données en face de tes yeux et il te permet de piloter efficacement. Ouais, on va dire ça comme ça. Oui, on peut peut-être. J'aimerais compléter sur la partie méta-outils. Effectivement, on a vu quand même, ça c'est une tendance de fond, des outils émerger, mieux se solidifier. Tu vois SEMrush par exemple, qui a totalement torpillé le marché. Notamment Moz, qui était bien plus avancé. Ils sont en bourse. C'est un signal quand même très très fort. C'est difficile, où je veux en venir, de créer des outils qui dépassent ces outils-là, parce qu'ils ont des moyens colossaux. Donc, ça nous semble plus intéressant de prendre à différentes étapes de la search experience les meilleurs outils pour capter la meilleure data et prendre de meilleures décisions, quoi. Voilà. C'est en tout cas une tendance qui se détache. C'est mieux dit que moi quand tu me présentes comme ça. C'est pour ça qu'il fait tous les webcasts. C'est le boss, voilà. Il explique mieux. Florian, tu veux aborder un autre point? Ouais, alors sur l'équipe pluridisciplinaire dans ce contexte, on sait que le chemin qui mène à la conversion est complexe, donc tout aussi complexe à décrypter. Donc c'est là qu'on voit que les différentes disciplines ont besoin de travailler ensemble. Quand je dis discipline, SEO, édito, UX, data. Et si je prends l'exemple, moi chef de projet, par exemple avec le pôle édito, on va arriver avec des sujets, des thématiques. Eux vont les transformer en plan de publication, en des textes qui engagent. Pour la data, on va définir des KPI ensemble et qui vont transformer et visualiser en tableau de bord. Et je pourrais en citer plein avec l'équipe UX et l'équipe RP aussi notamment. Et c'est vraiment que le métier change et que toutes ces équipes sont vraiment importantes dans le cadre de la définition d'un projet et de visibilité naturelle. D'accord. David a un autre point? Oui, ça nous emmène à un autre sujet dont on a beaucoup parlé en 2021. Tout à l'heure, Mathieu le rappelait, c'est l'UX, donc, qui se rapproche du SEO. Et moi, je rejoins totalement ce que vient de dire Florian, c'est-à-dire que la pratique... Alors c'est bien de dire SXO parce que ça permet de faire prendre conscience qu'on a besoin de prendre en compte la satisfaction des utilisateurs de bout en bout, voilà, de bout en bout d'une expérience. Le SXO, est-ce que ça veut dire quelque chose? Je crois pas. Je crois plutôt comme Florian qu'il faut mettre les experts autour de la table. Celui qui fait des tests utilisateurs, qui connaît les standards, le responsable SEO. Et ensemble, et là on est bien au-delà du temps de chargement, c'est tous les points de friction de Google jusqu'à je mets ma CB et j'appuie sur OK, eh bien on doit les lever et se poser la question ensemble. Donc ça c'est une équipe qui le fait et je pense que sans même se prendre la tête vraiment sur est-ce que c'est un critère SEO ou pas, à partir du moment où ça favorise l'achat et ça raccourcit le cycle décisionnel, c'est gagné. C'est gagné. Et ça, c'est une pratique, finalement, cette équipe pluridisciplinaire qui s'accélère, encore une fois. D'accord. Mathieu, un autre point? Oui, on peut parler par exemple de toutes les études sur les taux de clics qui sortent régulièrement. On en a au moins une ou deux par an, on va dire, qui sont présentées. Si on s'arrête un peu sur le sujet, on avait parlé l'an dernier du modèle Flipper de Nielsen qui nous montre que l'attention des internautes elle est partagée entre toutes les fonctionnalités de pages de résultats. Ce qu'on se dit en fait, nous, c'est que les études génériques, elles sont au final assez peu pertinentes. Pour le coup, SEO Clarity, celle qui a été passée l'année dernière, elle est assez à côté de la plaque, on va dire.
On a Systrix qui prend peut-être un peu plus en compte les fonctionnalités, mais pas forcément l'intention des recherches, qui va du coup un peu biaiser les chiffres qu'il donne. Il suffit d'aller regarder en fait le taux de clic que tu as toi sur ta Search Console, et puis tu te rendras bien compte que en fait, ce qui est mis dans les études assez génériques, c'est pas ce qui te concerne toi. Donc pour nous, ce qu'il faut faire ici, et autant que possible, c'est des études comportementales où on va aller filmer les clients pour se rendre compte de leur de leur comportement et de l'impact que ta marque elle a, l'affinité finalement qu'ils peuvent avoir avec ta marque, quel impact ça a sur son comportement, ou carrément la gueule de la SERP, comment est-ce que ça engage ou pas le clic de l'internaute. Et l'idée, c'est de faire ça dans un contexte donné. Tu définis des intentions bien établies en amont, tu construis toi la SERP de Google qui te semble être à tester, et puis tu soumets ça à ton client en fait. C'est ça qui nous semble vraiment pertinent de faire en 2022 chez WAM, quoi. Oui, ça existe déjà, si tu veux, sur tous les parcours à partir d'une page d'accueil jusqu'à un panier d'achat. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire depuis la SERP ? On avait tenté des expériences avec nos amis d'OExperience. On en avait partagé nos premières conclusions et on voyait typiquement des feature snippets. C'était vraiment lu. C'était vraiment lu et ça engageait vraiment derrière quand on arrivait sur la page du site. Il y a plein de choses qu'on peut remarquer et si tu n'as que les chiffres, tu n'as pas de contexte, tu vois pas le comportement. Il ne faut pas oublier l'humain dans tout ça. Et effectivement, derrière les études génériques, ça permet de prendre conscience, mais là, les tests utilisateurs depuis la Search Experience, c'est très riche en enseignements. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, on en parlera notamment, je fais un peu de pub, avec Olivier Sauvage de OExperience, donc au SMX. Qu'on avait reçu. Absolument. Au SMX de Paris, début mars. On aura un petit sujet sur la question. Voilà. De façon complémentaire, en fait, si on parle justement de comportement et donc d'engagement avec les résultats, moi je pense aussi, j'espère que ça va émerger en 2022 et chez les annonceurs notamment, que dans ce contexte très changeant de physionomie de SERP, le ranking, c'est plus un KPI, la position un KPI fiable, et en tout cas pas unique pour mesurer le succès du SEO. Il faut parler d'engagement, on l'a répété, je crois que c'était un peu le mot depuis tout à l'heure, plus que seulement de la position et même du clic lui-même. Et pour cela, si on regarde un peu les signes que nous envoie Google, les signaux, si tu regardes l'évolution de Google Analytics, le GA4, et en fait, ça semble un outil vraiment plus adapté à ça. Il est complètement tourné vers l'engagement. Le taux de clic n'existe même plus dans cet outil. Ça montre bien que la finalité, c'est ça, et qu'on doit lever les cloisons entre les disciplines et ne viser que ça. Voilà, en tout cas, c'est notre point de vue. Voilà. Et en plus, dans un contexte RGPD, puisque ça, c'est un autre point. Alors, c'est un point dans le point, donc on fera peut-être un webcast à part, mais le pont entre le monde du cookie, qui permet de collecter la donnée, et le monde post-cookie, va être difficile cette année pour les webmarketeurs parce qu'on perd énormément de données lors de la collecte parce qu'il y a des taux de consentement qui sont de plus en plus bas. En attendant que Google trouve la suite, et il vient de nous parler là de Topics, on en reparlera, qui remplace une autre solution qui est vite morte dans l'œuf d'ailleurs. Donc voilà, c'est le vrai sujet, l'engagement. Voilà. Tu dis pour le coup que le monde post-cookie pose un souci pour 2022. Il a déjà posé souci pour pas mal de monde en 2021, raison, depuis fin mars. Depuis fin mars. Comme on disait Florian tout à l'heure, il y a des dashboards qui ont des drôles de tête depuis que les plateformes de consentement sont en place, quoi. Donc, ouais, tout à fait. Et alors dans le prolongement, sur le dernier point, lié à l'engagement, on voit les études comportementales, je pense, clairement peuvent aider à mieux comprendre ce qui se passe sur une SERP et donc comment on peut mieux agir pour engager. Et une fois sur le site, on voit bien l'émergence de la discipline CRO, Conversion Rate Optimization. Comment optimiser la bascule d'une page vers une autre page qui mène à un acte. Tout ça est dirigé davantage vers l'engagement. Et pour rejoindre ce que disait Florian, finalement, tout ce petit monde doit travailler ensemble autour de la table.
voilà. Là, on s'est engagé, là. On a mouillé la chemise. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il te faudra quand même toujours être positionné pour avoir ton trafic, ça on est bien d'accord. Complètement. Après, il y a vraiment d'autres choses à prendre en compte dans le suivi de tes KPI, ça c'est sûr. Et il ne faut pas se borner à se dire je veux absolument être deuxième sur cette requête, c'est indispensable, c'est obligatoire. Faut regarder un peu ce que ça t'apporterait d'être deuxième aussi, quoi, tu vois. C'est ça. Pour prendre un exemple concret, sur un de mes clients, on avait 3 P0 en première position. Donc sur les KPI, clairement, c'est très bon. Mais en réalité, pour le coup, il y en avait un. Le taux de clic variait de 20% à 2%, parce qu'il y en a un où il y a les annonces au-dessus, il y en a un où il y a un site du gouvernement juste en bas, donc qui est plus légitime. Et du coup, en fonction de la physionomie et de l'intention de recherche, ça peut extrêmement varier. C'est là que la position... c'est difficile de miser que sur la position aujourd'hui, en tout cas. Est-ce que vous voyez d'autres changements de pratique en face de l'accélération des changements technologiques de Google pour 2022 ? Florian, justement. Ouais, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est faire du reverse engineering. Ça devient quand même assez compliqué. Je comprends l'idée derrière la pratique, mais ça semble important de se rendre compte que les conclusions ne peuvent pas être vraiment très fiables, en tout cas, tellement les changements sont rapides. Mathieu, un autre point ? Alors peut-être pour compléter un peu ce que dit Florian sur le reverse engineering, en gros, effectivement, en France, on a un peu des gens qui sont calés sur le sujet, qui font beaucoup ça, et on les suit et on trouve ça vraiment intéressant, la manière dont ils peuvent aborder le SEO, en l'occurrence. Ce qui est gênant, en fait, c'est qu'effectivement, on tire des conclusions sur le passé. Et on a du mal en fait à se dire ok, mais la SERP, déjà on n'a pas forcément tous la même en fonction de notre localisation, etc. Et c'est vite compliqué en fait comme dit de Florian, d'avoir des conclusions qui sont fiables, qu'on peut s'appliquer à nous-mêmes en fait. Donc si c'est mené dans le cadre d'un projet, on va dire client, où tu fais un focus marché et puis tu descends vraiment très précisément sur un temps donné, là, c'est ok, c'est intéressant parce que tu vas tirer tes conclusions. Ça rejoint un peu les études comportementales. Si tu essayes de faire ça de manière très vaste, sur un grand panel de mots-clés, des marchés différents, c'est là où tu perds tout l'intérêt, en fait, je pense, de ce genre de pratique. Même si ça reste intéressant. Ça reste juste intéressant, mais pas très utile finalement derrière pour appliquer quelque chose. Et si j'enchaîne avec ta question, est-ce qu'il y a d'autres choses ? C'est gentil de me répondre. Je suis comme ça, j'aime bien répondre aux gens. Il y a peut-être pour 2022 ce concept d'indexation temps réel où on a le fameux protocole IndexNow qui est déjà live chez des concurrents de Google. On disait qu'il n'y avait pas trop de concurrents, il y en a quand même certains. Ils font des choses, ils communiquent pour montrer qu'ils existent. Chez Bing par exemple. On peut s'attendre en fait à voir arriver ce protocole aussi chez Google rapidement, peut-être là sur... si je me risque sur S1, ça serait cool. Pour le coup, ils en ont déjà un peu parlé, mais dans le principe, c'est quelque chose qui te permet de favoriser finalement l'indexation de tes pages. Ça serait pertinent. Ça peut aussi être corrélé avec ce que je disais tout à l'heure, où ils essayent de limiter un peu l'impact environnemental qu'ils ont en crawlant des trucs qui servent à rien parce qu'ils n'ont pas changé depuis la dernière fois où ils sont passés. L'indexation temps réel, elle permettrait peut-être de favoriser finalement le crawl de pages qui sont nouvellement créées et d'aider Google à le prioriser en fait, ce sujet, par exemple. Et puis après, dans tous les cas, sinon, il y a l'indexation API qui existe déjà, qui était une fonctionnalité vraiment dédiée aux offres d'emploi historiquement, mais qu'on peut toujours essayer de biaiser si on a envie d'être un peu filou. Juste pas trop bourriner l'outil pour pas se faire choper par la police Google, mais sinon, c'est des choses qui existent un peu déjà finalement, on va dire, mais un autre moyen de le faire, quoi. Florian, un petit point sur l'A/B testing ? Ouais, alors l'A/B testing, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus sur 2022. L'A/B testing SEO en tout cas. Qui est assez différent de l'A/B testing qu'on peut connaître CRO. Donc l'A/B testing, pour rappeler, ça consiste vraiment à comparer deux versions d'une page ou d'une application pour vérifier laquelle est la plus performante. Mais dans le cadre du SEO, c'est un peu différent parce qu'effectivement, on ne veut pas présenter la même version, plusieurs versions du même page à Google parce qu'on veut que cette page soit indexée évidemment. Donc comment ça fonctionne ? On va diviser les pages en deux groupes qui correspondent à une intention assez similaire, qu'on va appeler contrôle et variant. Donc ça peut être deux catégories d'un site e-commerce. Donc sur un, on va appliquer des changements, sur l'autre, on ne va pas en appliquer. Et de là, on va pouvoir mesurer en tout cas l'impact de ces changements. Et ça, c'est intéressant. En tout cas, c'est l'A/B testing SEO. En tout cas, c'est assez poussé par la solution SearchPilot.
Et il y a pas mal d'études de cas sur leur site qui sont assez intéressantes. Je pense notamment où ils s'amusent en tout cas à prendre les bonnes pratiques SEO et les remettre un peu en jeu. Je pense notamment à la mise en place des avis et des prix. On parlait des données structurées dans les pages de résultats Google. Et pour la plupart des SEO, effectivement, si tu as le prix et les étoiles sur Google, ça va augmenter ton taux de clic. Et là, en l'occurrence, avec les tests, ils se sont aperçus que les deux ensemble, ça baissait le taux de clic. Parce qu'en fait, le prix n'était pas compétitif par rapport aux autres concurrents. Donc ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, c'est intéressant de tester tous ces éléments pour justement se baser sur 2 données et pouvoir le déployer sur l'ensemble du site. Et si on reste sur la mouvance de l'automatisation des tâches, est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin en 2022 sur le fameux SEO prédictif, c'est-à-dire prévoir des positions, prévoir un trafic en maximisant nos actions, Mathieu ? Alors comme l'a dit Florian tout à l'heure, et puis j'avais rebondi un petit peu sur le sujet avec le reverse engineering, pour le coup pas trop quoi. Enfin, c'est des choses qui sont intéressantes d'essayer de mener pour se projeter. On se donne un objectif, on se dit ok, j'ai X milliers de mots-clés, je leur applique un taux de clic quelconque et ça me donne un cap sur le trafic que je peux aller chercher. En fait, c'est pas tellement prédictif, c'est juste un calcul. Tu fais ça avec ton Excel ou ton Google Sheet et puis tu sors une courbe d'évolution, puis tu fais monter ton taux de clic et puis voilà. Mais globalement, j'ai vraiment du mal à essayer de prédire des choses sur l'avenir en tenant compte que du passé et sans se dire ok, Google va faire tel ou tel changement dans ses SERP. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Si tu tiens pas compte de tout ça, le prédictif il est compliqué et du coup je trouve ça presque impossible à vraiment mener efficacement en fait comme pratique. Alors je suis activement tous ceux qui disent faire du prédictif. Je trouve ça intéressant, mais je trouve pas ça très pertinent en l'occurrence et utilisable en fait. Enfin, c'est pas pertinent le mot, c'est plutôt utilisable. C'est qu'est-ce que j'en fais moi de ta conclusion ? Pas grand-chose dans mon cas. Donc je viens de boucler avec le sujet d'avant. et voilà, c'est ça mon point de vue là-dessus. Ouais. Ouais, et effectivement, et puis on vient de vivre aussi un événement, la pandémie, personne ne l'a prévu, donc de toute façon ça rendait tout exercice prédictif faux. D'ailleurs, l'année 2020, on l'enlève tous dans les dashboards. Alors, je crois que d'après un ancien webcast, Mathieu avait prédit la pandémie. À savoir si c'était vrai ou pas, mais il nous l'avait annoncé quand même. Non, voilà, mais il y a un terreau de réflexion sur le sujet, hein, c'est indéniable. Je rejoins ce que dit Mathieu, c'est intéressant que tout le monde s'engouffre un peu dans ce sujet parce que les webmarketeurs, nos clients, les annonceurs ont besoin de prouver pour appuyer leur choix budgétaire en amont, voilà, tout simplement chez leur N+1, d'en mesurer les retombées en aval pour s'assurer que ça a fonctionné, ou en tout cas qu'on est sur une trajectoire. Voilà, donc alors on a une méthode chez WAM voilà, qui est assez archaïque, je dois le dire. Et je peux un peu la partager, qui fonctionne sur Excel, oui. Et on parie encore sur des évolutions de position à partir de l'existant, donc à partir de taux de clic. Mais on le disait tout à l'heure, c'est tellement variable, c'est difficile. Projet sur un taux de clic et voilà, c'est arbitraire en fait. Voilà, c'est plus qu'aventureux, c'est complètement casse-gueule. Voilà. Mais et croyez-le ou non, et je sais que certains clients nous écoutent. Le pire, c'est que très souvent, on est complètement dans les trajectoires. Mais vraiment. Mais comment on se base en grande partie sur l'existant et qu'on parie sur une évolution, et à partir des études mots-clés, on se dit, il y a tant de demandes sur tel groupement, ça représente... Voilà, on pense que si on préempte cette position avec des nouveaux contenus, on devrait arriver... On n'est pas trop à la louche, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Maintenant, voilà, c'est à automatiser, ça va être un peu compliqué. Bon, et puis c'est vrai que nous, on a Charlotte quand même. Pour revenir là-dessus, en tout cas, c'est sur des clients qu'on connaît bien, sur des marchés qu'on connaît depuis quelques années. Absolument. Mais sinon, c'est un exercice qui reste compliqué. Ouais, tu as raison, l'expérience joue beaucoup. Tu as tout à fait raison de le préciser. Je reste sur l'automatisation avec ma petite question annuelle que je ressors des tueurs, même plusieurs fois par an. Est-ce qu'en 2022, la machine va remplacer le rédacteur ? Ça me concerne en plus savoir si... Est-ce qu'en 2022, la machine va remplacer le rédacteur pour rédiger les contenus, tout simplement ? Alors, je vois dans le script que j'ai sous les yeux, il y a marqué « non » en majuscule avec un gros point d'exclamation, mais
Peut-être un peu. C'est moi qui l'ai mis le nom pour être rassuré. Je vais faire un peu de pub à quelqu'un qui travaille dans notre métier aussi, qui fait du SEO, pas que. Vincent Terrazi, qui a fait une formation super intéressante sur GPT-3, qui en gros te présente OpenAI, si je dis pas de conneries, où tu peux t'amuser un peu avec leur outil. Et pour le coup, GPT-3 en l'occurrence, c'est vraiment devenu quelque chose d'assez accessible avec ce site web, où tu peux effectivement pour certains types de contenus générer quelque chose qui tient debout. Tu peux générer un contenu en entier, tu peux générer je sais pas, un title, une métadescription, un résumé d'un autre texte, etc. Ça fonctionne. Description de produit. Ouais, des descriptions de produits. Tu vas lui donner les attributs de ton produit, puis il va te faire quelque chose de plus ou moins fiable selon les paramètres que tu lui donnes. Donc, dans un certain sens, oui, ça peut remplacer un rédacteur, mais on va dire que c'est toujours sur des trucs qui sont faciles à rédiger, que presque n'importe qui aurait pu faire. Tu n'as pas besoin d'un spécialiste pour rédiger ce contenu. Du moment où tu as les argumentaires, tu mets des mots de liaison entre les attributs produits, puis hop, ça te fait des phrases. C'est un peu ça que fait GPT-3. Alors, il le fait un peu mieux que ça, on va dire, mais dans l'idée, sur certains cas comme ça, effectivement, ça peut remplacer un rédacteur ou un journaliste. Si tu n'as pas besoin de creuser vraiment un sujet, de faire une enquête et d'avoir un fond du contenu qui est très creusé, c'est ça, pas d'opinion. Parce que si tu demandes des opinions à GPT-3, ça marche, mais ça fait des trucs sortis de l'espace et il vaut mieux les relire derrière. Sinon, je crois qu'on l'avait abordé dans un précédent Webcast, il y avait des réponses un peu limites, même parfois. Ça dérape. Oui, parce qu'en fait, ça prend en compte le langage humain, voilà, dans sa caricature. Et en plus, la base de données de mots-clés, je crois qu'elle date d'avant 2020. Donc, par exemple, tout ce qui est venu après, dont la pandémie, mais t'as rien dedans. Au-delà des mots-clés, on va dire les sujets qui ont servi à éduquer l'IA, à éduquer l'algo qui est derrière pour lui faire comprendre un peu le monde et savoir de quoi il parle. Tout ce qui date d'après, en fait, il ne connaît pas. Donc, il peut pas te faire des blagues sur le Covid, par exemple. C'est bien dommage. Concernant l'optimisation de contenu aidé par des outils, comme on en voit de plus en plus, est-ce que vous pensez que cette tendance va se poursuivre ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui a été lancé plutôt, je dirais, en 2019-2020. Il y a eu une vraie accélération en 2021. Voilà, donc, complètement. Et d'ailleurs, c'est louable. L'idée, c'est d'avoir un maximum de repères. On le disait à l'instant, avec le prédictif, les webmarketeurs, les annonceurs ont besoin de repères. Donc, quand tu fais un effort de création de contenu qui coûte quand même beaucoup d'argent, de réoptimisation, effectivement, il y a cette recherche d'un maximum de repères pour éviter pour le rapport effort-gain qui soit le plus optimisé. Donc c'est louable. Ce que l'on remarque pour l'instant chez nous, on est en train de tester 3 outils de la place sur le banc d'essai. Il y aura un prochain Webcast sur le sujet, donc je vais pas aller plus vite que la musique. On veut le tester parce qu'on veut voir dans les étapes qui mènent à la rédaction du contenu, dès la recherche des mots-clés, des idées, etc., si effectivement ça peut aider. Aujourd'hui, quand même, ça reste assez caricatural. On parlait tout à l'heure de répétition de mots-clés, il y a du scoring. De plus en plus, ça dépasse la répétition. Je ne veux surtout pas salement les caricaturer, ce serait faux. On voit bien qu'on nous propose des corpus de mots-clés pour approfondir la sémantique. Puis ils évoluent aussi, ces outils. Complètement. On a des outils des repères où on a vu quelque chose évoluer sur les entités. Donc il y a un effort qui est fait pour faire avancer leurs outils, on va dire. Mais effectivement, on a... Concrètement, le journaliste, tu vois, t'es rodé, tu connais tout ça, cette optimisation-là. Pour le coup, tu le feras toujours bien mieux. Et j'ose même plus rapidement. Maintenant, tu vois, si on part de gens qui débutent, c'est certain que ça amène des repères. Si tu veux, et ça, je vais être clair là-dessus, on n'est surtout pas contre. C'est plutôt la prudence et de dire, comme disait Mathieu tout à l'heure, l'outil peut pas tout. L'outil ne décide pas à ta place. Donc il faut insérer peut-être un peu davantage de pédagogie. Ce sont des repères, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. À partir de là, ça peut aider. Voilà. Je crois que c'est là où... mais bon, ça va arriver avec l'expérience, je suppose, avec le temps. Voilà.
Et pour rebondir sur Mathieu, en tout cas sur l'évolution de ces outils, dans la partie SEO, on teste actuellement un outil qui s'appelle Inlinks, qui va repérer les entités nommées sur Wikipédia et Wikidata dans les contenus et proposer un maillage interne en fonction de ces entités. Donc ça, c'est assez nouveau. Et l'outil va encore plus loin en proposant des données structurées vers les pages Wikipédia directement. Donc là, on teste, mais on n'a pas encore... en tout cas, évaluer complètement l'impact de notre côté. D'accord. Côté contenu, vous étiez bien exprimé sur le sujet en 2021. Est-ce que cette année, vous voyez des choses en particulier qui pourraient émerger, David ? Oui, alors on a débattu pendant 12 heures avec l'équipe. Est-ce qu'on aborderait le sujet ou pas ? En fait, c'est un sujet dans le sujet, c'est un sujet passionnant, comme tu le sais. Il y a de très belles choses qui émergent en termes de format de contenu. On parlait des visual stories, des short vidéos, mais il y a plein d'autres choses. On suit beaucoup encore une fois aux US, ce que font le New York Times, par exemple. On regarde aussi Axios. Axios qui est assez intéressant, ils ont un format de rédaction qui est très intéressant pour synthétiser de l'information, c'est très engageant, c'est vraiment très bien fait. Bref, tout ça pour dire que oui, il y a plein de choses à dire, mais c'est un sujet dans le sujet, donc ce qu'on vous propose c'est plutôt de réserver un sujet, un webcast sur la question, et avec les principales intéressés, c'est-à-dire nos plumes chez WAM, qui seront de qualité et qui seront beaucoup plus pertinentes que nous. Donc on va pas tenter de synthétiser ce qu'elles auraient à dire ces personnes. Donc voilà, rendez-vous pour un prochain WAMcast promis. Donc c'est une émission prédiction et teasing des futurs WAMcast de l'année. Et ça c'est drôle bien. Notez bien, sortez l'agenda, notez au fur et à mesure parce que là, on vous annonce beaucoup d'émissions. Et pour finir, parce que ça fait quasiment 1h30 qu'on discute et qu'on échange ensemble, pour finir au niveau du linking, qui reste un sujet brûlant en France, qu'est-ce que vous voyez émerger, Mathieu ? Écoute, je pourrais te répondre en une phrase. Je vois pas émerger grand-chose en fait pour le moment. Je pourrais m'arrêter là si tu veux. Tu ne vas pas le faire. Je ne faire. Il ne sait pas le faire. Je peux pas me retenir. Effectivement, on voit fleurir de plus en plus de pratiques où on a des agences SEO en France qui proposent des accompagnements RP. Quand on creuse un peu ce qu'ils font et qu'on regarde un peu dans leur site ou les pratiques qu'on peut voir quand on a accès à concrètement ce qu'ils ont mis en place, ce qu'il faut entendre là, 90% du temps, en fait, c'est de l'achat d'espace chez les médias. Donc, c'est pas vraiment des RP en fait qui sont menés. Et ça, c'est peut-être la pratique qu'on voit le plus se démocratiser, on va dire, parce que peut-être il y en a aussi qui se sont détendus sur le fait de vendre des liens et vendre des articles sur des sites de presse. Et du coup, c'est plus facile d'en acheter qu'auparavant. Maintenant, pour moi, en fait, c'est quelque chose qui est pas forcément le plus efficace de travailler finalement ce que ta marque représente aux yeux de ses clients ou de ses futurs clients en communiquant, en passant des messages, en faisant des sondages, en essayant justement de faire tout ce qui est on va dire la pratique du link baiting, donc de faire communiquer ta marque, de lui faire prendre la parole et finalement que c'est cette prise de parole qui génère des retombées. C'est ça qui, pour moi, finalement, devrait être un peu la tendance SEO linking de 2022 et l'année suivante. Malheureusement, je vois qu'il n'y a quand même pas grand monde qui fait vraiment ça. Et c'est du coup ma réponse. Et puis quoi qu'il en soit, c'est plus de la visibilité naturelle. On ne dit pas que c'est mal de le faire, on dit juste que c'est du payant du coup. Non, puis on sait que ça fonctionne aussi quand tu as une petite marque, ne pas acheter de lien, ça ne permet pas vraiment d'émerger en fait. Tu as besoin d'avoir le fameux Jules PageRank qui arrive sur ton site parce que tu n'es pas connu. Mais dès que tu es sur des marques qui sont effectivement déjà présentes sur un marché ou dans l'esprit des gens habituellement, ça sert à rien quoi. D'accord. L'un de vous veut-il rajouter une dernière chose peut-être avant de... Oui, on constate, on a des marques qui nous font confiance sur le SEO technique, la stratégie, l'éditorial et les relations presse. Parce que là, on a vraiment créé une passerelle avec justement le SEO, l'autorité. Et là, pour le coup, on a tout en main là. Donc là, on peut mesurer. On est au-delà de la corrélation, on peut bien mesurer le rapport de causalité. C'est-à-dire, je pense à une marque dans la piscine. Quand tu as 70 retombées presse dans l'année de mentions et puis une bonne moitié de liens bien placés, on se voit progresser concrètement.
Et il y a un halo autour de la marque, voilà, de mentions aux bons endroits, en face de la bonne audience. Voilà, en fait, c'est une histoire de contexte finalement. Ça fonctionne parfaitement et peut-être que quand tu es une plus petite entreprise et que tu n'as pas les moyens de faire des RP, le fait d'acheter ira plus vite. En tout cas, voilà, nous on est plutôt dans l'idée de construire des marques, de contribuer à construire des marques et cette pratique-là, on la prône. Pratiquement, on ouvre une boîte de Pandore parce que autant c'était difficile il y a encore quelques années de faire une passerelle entre les RP et le SEO parce que le service communication était différent du marketing. Autant là, au même titre que la DSI fait son entrée au marketing maintenant et est plus dans un bocal à part, ils sont de plus en plus tous sur un plateau et le marketing, il peut acheter son propre logiciel sans passer par la DSI. Je pense aussi que la com et le marketing maintenant se donnent la main et de plus en plus. Et donc le fait de mettre des dispositifs de contenu dans les médias qui ramènent au site web, voilà, c'est plus chacun fait son boulot de son côté, mais on le fait ensemble. Voilà. Et donc c'est pour ça que ça émerge et ça fonctionne, je le redis. Voilà, j'espère que j'ai été audible. En tout cas, c'est intéressant pour changer de sujet et prendre ton exemple. Ça me fait le point sur l'équipe pluridisciplinaire. On a SEO, édito, RP qui travaillent ensemble au profit du client et pas seulement juste pour du LinkedIn. Eh bien, merci messieurs pour ce bilan 2021, ces projections 2022. Ces discussions avec des phoques aussi, finalement. Beaucoup. Énormément. Mais allez regarder l'exemple. Hein. Il y aura le lien dans l'article du WAMcast. C'est super intéressant. Du coup, je vous dis rendez-vous à l'année prochaine à la même époque pour faire le bilan de tout ce que vous nous avez dit. Je vous dis un peu plus tard dans l'année, parce que je pense que vous allez revenir dans ce WAMcast, notamment mon David, je pense, qui sera encore de la partie. On espère que ça vous aura plu. On le rappelle, vous pouvez retrouver ce numéro et tous les anciens WAMcast d'ailleurs sur le site. Alors, ça a changé, le site aussi, nouveau site. Donc maintenant, c'est agence-wam.fr, mais il y a toujours la rubrique WAMcast où vous pouvez tous les réécouter. Également sur vos plateformes d'écoute, vos plateformes de podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles. Hein, ça fait toujours plaisir. Laissez un commentaire positif. On est également présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur Twitter. Donc sur LinkedIn, l'agence WAM. Sur Twitter, WAMREF, je crois que ça n'a pas changé le petit nom. Ça n'a pas changé. WAMREF et @le WAMcast. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux numéros autour du SEO, de l'édito, des RP et de la data. Et je vous dis à bientôt.